grandes questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les grandes questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les grandes questions pour une meilleure compréhension de l'actualité. Présentation Paul Miki Wamba. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Waga FM, la radio de toutes les générations. Bienvenue à votre émission Les Grandes Questions. Nous sommes ensemble encore ce samedi en direct. Nous sommes le 3 mars 2018. Vous le savez déjà, mesdames, messieurs, notre pays, le Burkina Faso, a été une fois de plus éprouvé par des attentats terroristes perpétrés hier 2 mars 2018 ici à Ouagadougou. La troisième attaque du genre. On en parle en détail dans cette édition, dans ce numéro de votre émission, Les Grandes Questions. Et notre invité n'est autre que le magistrat colonel Jean-Pierre Bayala à la retraite. Monsieur Bayala, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et de répondre éventuellement aux questions de nos nombreux auditeurs qui nous écoutent ici à Ouagadougou sur la 105.2, à Bobo-Dioulasso, la 101.1 et partout ailleurs au Burkina Faso sur le 439, sans oublier nos radios partenaires à travers les provinces du Burkina. En tout cas, je rappelle que vous êtes un magistrat colonel à la retraite depuis plusieurs années maintenant. Alors, dites-nous, monsieur colonel Jean-Pierre Bayala, vous avez certainement entendu hier, 2 mars 2018, aux environs de 10 heures que Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a été une fois de plus la cible d'un attentat terroriste. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? Bien, alors tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes condoléances aux familles éplorées lors de cette attaque, et d'encourager également nos forces de sécurité à persévérer dans la lutte contre un phénomène qui a la peau dure. Ceci étant, je dois dire en toute honnêteté intellectuelle que les attaques auxquelles nous sommes soumis, j'entends par là le pays, le Burkina, ne sont pas de nature à surprendre, pour peu que l'on soit avisé et que l'on sait comment le terrorisme se manifeste. D'accord. Alors, une question toute simple, colonel Jean-Pierre Bayala. Avant, le Burkina n'était pas attaqué. Maintenant, le Burkina est attaqué. D'après vous, pourquoi? Les raisons sont multiples, sont diverses. Il faut dire que l'objectif du terrorisme est d'envahir le monde, d'imposer la pensée unique. Oui. Et cela, naturellement, l'amène à prendre des dimensions multiples, complexes à la fois. Vous voyez que depuis un certain temps, toute la sous-région est menacée, est frappée d'attaques, notamment lorsque l'on voit le cas du G5 Sahel. Et vous comprendrez que ces attaques-là vont aller en se multipliant. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut une riposte forte pour endiguer le phénomène. Je ne parle pas d'enrayer, ce n'est pas possible. Le terrorisme, c'est le fait de la pensée, c'est un fait de comportement aux causes multiples. Donc, il est évident que pour guérir le mal, il faut le soigner par ses racines. D'accord. Et nous savons que les causes du terrorisme sont multiples et complexes. Il ne faut pas seulement voir ça à travers l'aspect confessionnel, l'aspect religieux, qui n'est qu'une des facettes de la manifestation. Alors, à vous écouter, est-ce que vous insinuez ici que l'attaque d'hier et celle des autres jours passés sont une sorte de représailles donc des terroristes à l'encontre du Burkina Faso qui est engagé notamment dans le G5 Sahel aux côtés de la France? Une sorte de représailles, je ne serai pas très affirmatif, je ne serai pas très formel, parce que c'est une lutte qui est engagée, c'est une guerre qui est engagée. Et comme je l'ai dit, aux raisons multiples. Donc il est évident qu'à tout moment, il faut s'attendre à cela, dans une de ces formes ou dans d'autres formes. Donc, en termes de représailles, que dire? Le terroriste, c'est celui qui agit quand il veut, où il veut, comment il veut et pourquoi il le veut. Donc, aller rechercher une sorte de représailles, ce n'est pas toujours évident. Mais ce qui est certain, il veut empêcher
que l'on se mette au travers de sa volonté de soumettre des populations, des États, d'une manière ou d'une autre, et pour des raisons qui lui sont propres. D'accord. Aujourd'hui, il se saisit des opportunités. Et il intervient plus facilement dans les États instables, dans les États où on ne sent pas une cohésion sociale. Parce que pour le déjouer, pour déjouer les actes, il faut absolument que les populations prennent à bras le corps la lutte contre ce phénomène. Ce n'est pas une affaire purement militaire, ce serait absurde de s'attacher simplement à l'aspect militaire, parce que de toute façon, les guerres commencent par manque de dialogue. Les guerres reviennent, les tenants reviennent forcément au dialogue pour que la paix revienne, tant il est vrai que la violence appelle la violence. La violence n'a jamais été une solution à sa suppression. Alors, est-ce que ce que vous dites là, c'est le cas du Burkina Faso? Vous parlez de manque de cohésion qui serait un terreau fertile à l'action des terroristes. Est-ce que c'est le cas du Burkina? Je ne vous l'apprends pas. Vous savez ce que nous vivons depuis un certain temps. D'abord, après 27 ans de ce que tout le monde connaît, après une insurrection, je dirais, inachevée, aujourd'hui, nous comprenons bien que la situation nationale ne va pas. Or, c'est le premier facteur qui peut permettre de réfléchir tous ensemble, de prendre les dispositions nécessaires, parce que personne ne peut échapper à la violence terroriste. Ils ne choisissent pas lorsqu'ils sont sur les lieux pour dire « je suis du pouvoir, je suis de tel parti », etc. Lorsqu'on pose une mine, c'est tout individu qui passe là-dessus qui va sauter. On n'a pas le temps de dire, écoutez, moi je ne suis pas du régime, je ne suis pas du pays, peu importe. Il faut semer la terreur, il faut semer la psychose, il faut empêcher, en un mot, le développement et défendre, lorsqu'on se met sous l'angle religieux, défendre justement l'installation d'un État islamique. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Waga FM, la radio de toutes les générations. Vous êtes à votre émission Les Grandes Questions. Nous sommes en direct aujourd'hui, samedi 3 mars 2018, et notre invité est le magistrat colonel à la retraite, Jean-Pierre Bayala. Il a bien voulu répondre à notre invitation ce matin, malgré son calendrier assez chargé, même s'il est à la retraite, il est beaucoup sollicité. En tout cas, nous vous sommes reconnaissants, magistrat colonel Jean-Pierre Bayala. Nous allons poursuivre cette émission exclusivement consacrée au terrorisme au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a vécu une fois de plus une attaque terroriste, la troisième du genre dans la ville de Ouagadougou. Alors, on aura remarqué que l'attaque d'hier 2 mars 2018 avait ceci de particulier en ce qui concerne les cibles choisies. On a connu 2 attaques à Ouagadougou en 2016, puis en 2017, c'était pratiquement sur la même avenue Kwame Nkrumah, dans des espaces ouverts. Cette fois-ci, les assaillants ont ciblé des endroits qui sont traditionnellement bien sécurisés. Il s'agit de l'ambassade de France et de l'état-major des armées. Pourquoi, d'après vous, Jean-Pierre Bayala, colonel Jean-Pierre Bayala, pourquoi cette cible a-t-elle changé? Les cibles, d'abord, il faut vous dire que les terroristes, dans leur folie, s'attaquent à des cibles bien précises. D'accord. À des moments précis et dans des lieux précis. D'abord, toucher le Burkina au cœur de sa capitale, ça voudrait dire qu'ils sont capables de frapper partout et où ils veulent. S'attaquer à des symboles comme l'état-major général, comme l'ambassade de France, peut avoir une double signification. D'abord, c'est les principaux acteurs du moment, dans le cadre du G5 Sahel. Lorsque vous prenez l'état-major, c'est le poumon, c'est le cœur de la défense, donc de la sécurité. Vous prenez le cas de l'ambassade de France, vous savez que c'est la France qui a eu l'initiative de cet organe et qui aujourd'hui s'active à donner au G5 Sahel la force de frappe nécessaire pour endiguer le phénomène. Donc, s'attaquer à ces 2 symboles-là, vous comprenez
toute la dimension dans toutes ces directions. Symbole du point de vue des capacités de réagir face au phénomène, symbole de capacité en termes de force de frappe, symbole de protection des nationaux et même des internationaux dont nous devons assurer cette protection-là. D'accord. Alors, le Burkina Faso, notre pays, avait pourtant beaucoup de leçons à tirer des précédents attentats que nous avons connus, principalement dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit de l'attaque du 15 janvier 2016 au café Cappuccino, ensuite du 13 août 2017 au café Aziz Istanbul. On avait beaucoup de leçons à tirer, en tout cas, après ces deux attaques, en renforçant bien évidemment le dispositif sécuritaire. Alors aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés se demandent comment est-ce que ces terroristes ont fait pour faire rentrer les armes au Burkina, malgré toutes ces opérations de contrôle et de prévention que l'on avait. Le terrorisme, il faut le dire, il est un peu comme le voleur. Ah oui. Vous avez beau prendre des dispositions dans votre maison, dans votre concession, on arrive toujours à déjouer non seulement vos systèmes de protection, mais votre vigilance, parce qu'on ne peut pas rester éternellement sous vigilance. C'est lassant, c'est fatigant. Tout à fait, oui. Et cela exige des moyens, cela exige également une solidarité de voisinage. C'est pourquoi on dit que lorsque la case du voisin brûle, il ne faut pas en rire quand même vos relations ne sont pas bonnes. Il faut le secourir. Ah oui. Ou alors, il y a un phénomène aussi d'invasion. Cet incendie-là, si elle n'est pas circonscrite, il est évident que vous serez vous aussi victime. Or, malheureusement, il faut noter aujourd'hui que notre contexte, je veux dire le contexte burkinabé, oui, devient très dynamique, mais dans un sens qui ne renforce pas la cohésion, qui ne renforce pas la collaboration et qui ne prend pas la dimension réelle des phénomènes complexes comme le terrorisme. Chacun pense que ça intéresse par exemple ceux qui sont au pouvoir. Or non, le terrorisme intéresse tout le monde, la sécurité est l'affaire de tout le monde, oui. Et pour cela, chacun doit assumer sa part de responsabilité. Tout individu est fournisseur potentiel de sécurité. Tout à fait, oui. Le fait de voir un individu, quelqu'un qu'on ne connaît pas, armé, ou alors en train d'entreprendre des activités suffisamment louches, mérite d'être signalé. Il ne faut pas dire il a passé devant moi, par conséquent, en attendant, moi, je ne suis pas inquiété. Donc c'est cet élan de solidarité-là, c'est cet élan de nationalisme, je veux dire, qui peut nous permettre justement de pouvoir contrer le terrorisme. Il s'agissait, dans le cas présent, si l'on avait eu les informations nécessaires, à considérer même qu'on les ait eues, si on les avait exploitées à bon escient, il est évident que nous allions donc empêcher la menace de se concrétiser. Et c'est ça aussi qui met en doute le terrorisme. Repousser avant l'attaque, agir avant l'attaque, les immobiliser avant l'attaque, voilà qui leur donne à penser que nous sommes en veille, qu'il y a une concertation, une collaboration dans l'action de lutte contre leurs actions. D'accord, merci beaucoup, magistrat colonel Jean-Pierre Bayala. Vous êtes à la retraite, faut-il le rappeler, mais vous avez certainement, en tant que militaire, une parfaite connaissance de l'armement. Alors, vous avez certainement entendu ces coups de feu au niveau de l'état-major général des armées du Burkina hier dans la matinée. On peut imaginer que les armes qui ont été utilisées, c'est de grosses armes justement qui ont été utilisées. Comment se fait-il, c'est la question que l'on pose et on insiste là-dessus, que de telles armes ont pu rentrer jusqu'à Ouagadougou sans que nos forces de défense et de sécurité n'aient pu mettre la main sur ces terroristes? D'abord, pour l'ancien militaire que je suis, il faudrait être sur les lieux, il faudrait voir ces armes pour pouvoir les identifier. Mais à travers déjà les intonations, les effets produits, il est évident que c'est des armes perfectionnées, des armes modernes. Ce qui n'est pas toujours évident dans nos pays où il n'est pas possible, compte tenu du coût de ces armes, de les renouveler périodiquement
et de façon constante. Parce que, en principe, si nos armées, et ça concerne toutes les armées africaines, veulent être opérationnelles, il faut absolument s'entraîner. Il faut des opérations au niveau des États et des opérations conjointes. Et une arme qui a tiré un certain nombre de munitions doit déjà être changée. Du moins quant à son canon. À cause de l'usure. Ouais. Donc, il y a tous ces éléments-là d'entretien qu'il faut prendre en considération. Ouais. Donc, comment les transporter? Les armes sont de plus en plus démontables. Et pour les professionnels, démonter son arme, en 2-3 minutes, vous avez démonté et remonté une arme. Ah oui. Vous pouvez l'embarquer dans un sac, en tout cas dans une cachette qui n'est pas permis à tout le monde de pouvoir déceler. Et il faut aussi prendre en compte la nature de l'attaque. En termes de terrorisme, dans le cas précis, à l'analyse, on peut se permettre de dire que c'est une attaque qui est transnationale. Je ne dis pas transfrontalière, mais transnationale. Pourquoi? Parce que on prépare l'attaque dans un pays qui n'est pas le pays d'attaque. D'accord. Et ça permet quoi? Ça permet donc la conception à distance. Mais au lieu d'attaque, il y a une collaboration qui existe. C'est soit une forme de complicité, soit une forme de coaction. Parce que celui qui est, par exemple, il se peut que dans la conception, Oui. il y ait eu des dévanciers au Burkina. Tout à fait. Oui. Et qui se baladent comme tout le monde. Et qui fournissent les Et informations. qui non seulement fournissent les informations, mais préparent le matériel, parce que le matériel ne va pas être transporté, supposé qu'il vienne du Mali, depuis le Mali jusqu'au Burkina. Ah oui. Parce qu'il faut beaucoup de précautions, il y a des risques d'être repérés. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Bassam. Ouais. Et ça, le caractère transnational rend la lutte du terrorisme très difficile. D'accord. Merci beaucoup à vous, magistrat colonel Jean-Pierre Bayala. Vous êtes à la retraite, faut-il le rappeler? Alors, on va poursuivre cette émission. C'est vrai que l'attaque d'hier 2 mars 2018 était une surprise. Elle est intervenue aux environs de 10 heures, au moment où on s'attendait le moins à une telle attaque au Burkina. Mais vous avez également constaté la réaction des forces de défense et de sécurité. La riposte a été quasi immédiate, même s'il faut déplorer, selon les chiffres officiels du gouvernement, 8 soldats burkinabés tués. Comment est-ce que vous appréciez la contre-attaque? La contre-attaque, si naturellement l'on se réfère aux 2 attaques précédentes, Oui. on assiste à un professionnalisme montant. D'accord. Mais ceci n'est pas encore suffisant pour lutter contre cette hydre-mer-là. D'accord. En raison justement de sa dynamique aussi dans la conception de ces attaques, dans la recherche permanente du renseignement, c'est-à-dire de la position de l'objectif à attaquer, de la capacité de protection de cet objectif, Oui. de la capacité d'effort physique entretenu, parce que le renseignement, il faut l'avoir à tout moment. D'accord. Il ne suffit pas seulement de l'avoir, il faut l'exploiter, il faut en tirer l'enseignement et mettre éventuellement un dispositif pour dissuader celui qui s'apprête à agir. Donc, au niveau de celui du terroriste, son premier souci, c'est la surprise. Oui. Puisque du point de vue numérique, nombre, vous avez vu 4 terroristes, ou je ne sais pas, si on considère le nombre de morts, ça veut dire qu'ils n'étaient pas 4, Oui. Ils étaient au moins 8. Tout à fait, oui. Qui viennent s'attaquer à un État. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Cela veut dire que c'est par la ruse, c'est par la performance des moyens à employer, et c'est par l'effet de cette surprise-là qu'ils pourront, parce qu'en réalité, pour eux, il ne s'agit pas de vaincre. Il s'agit de semer la terreur, la peur. Vous avez vu hier comment la panique s'est installée. Donc, c'est déjà pour eux un objectif atteint. Ouais. Pendant un bon moment, le pays s'est arrêté. Donc, c'est cette psychose-là
et qui est un véritable problème en matière de développement. C'est pourquoi il faut arriver à la conclusion que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et sans développement, il n'y a pas de sécurité. Or, pendant longtemps, on s'est laissé convaincre, ou nous a convaincus, que la sécurité est un domaine de souveraineté. Il faut laisser ça aux États. Mais on va les assister en matière de développement. Mais je dirais que c'est des coups d'épée dans l'eau. Ce programme est une rediffusion. Alors, mesdames, messieurs, c'est l'émission Les Grandes Questions que vous suivez en ce moment. Nous sommes en direct samedi 3 mars 2018. Depuis 9h, nous sommes ensemble. Notre invité est le magistrat colonel à la retraite Jean-Pierre Bayala. Vous aurez l'occasion, mesdames, messieurs, dans un peu plus de 5 minutes, de participer à cette émission. Il vous suffira de nous appeler sur le 33 97 pour apporter des témoignages ou poser des questions à notre invité de la semaine. En attendant, nous allons poursuivre cette émission avec vous, magistrat colonel à la retraite Jean-Pierre Bayala. On a vu le dispositif sécuritaire qui est en place depuis un certain nombre d'années déjà au niveau de l'état-major général des armées du Burkina Faso. C'est un dispositif assez dissuasif. On est tenté de se demander, en tant que profane, comment est-ce que les terroristes ont fait pour accéder à l'état-major. Dissuasif pour le profane, mais pas dissuasif pour le terrorisme qui est formé tous les jours et qui a des moyens non seulement sophistiqués, mais qu'il sait lui-même fabriquer au besoin. Donc, qui peut même parfois être indétectable. Tout à fait. On a vu des terroristes entrer dans les avions avec des explosifs sur eux qu'on n'a pas pu détecter. On a vu des grands pays, et je prends pour exemple les attaques qui se sont passées en France. En France, oui. En Grande-Bretagne. Et même l'attaque des tours jumelles. Un seul individu, c'est Ben Laden, c'était dans sa seule tête. Donc, à partir de ce constat-là, parce que dans la stratégie que nous devons développer, dans les mesures que nous devons prendre, nous sommes à un stade où on n'a pas besoin de littérature. C'est des constats qu'il faut faire, c'est des analyses, c'est des enseignements à tirer et c'est des réactions, des activités à poser. Connaissez la résistance de l'être humain du point de vue d'une vigilance accrue de tous les jours, c'est très difficile. Le dispositif peut être là sans pour autant être efficace. Les hommes sont fatigués. Dans l'armée, généralement, quand on est de faction, c'est 2 heures de temps. Mais il y en a qui trouvent le moyen quand même de dormir pendant ce temps-là. Pendant ces 2 heures, alors qu'ils sont réveillés. Ce n'est pas propre à notre armée, c'est sous tous les cieux. Surtout lorsqu'on ne se met pas à l'idée que d'un moment à l'autre, on peut devenir une cible. Tout à fait, oui. Que si l'on relâche, c'est tout un système qui est mis en danger. Toute une caserne, tout un pays. C'est pourquoi il y a le problème de ressources humaines, de ressources financières et des ressources matérielles. Encore que je dis, tout cela ne suffit pas sans le renseignement utile, sans le renseignement analysé, filtré, à partir duquel on va donc anticiper, on va donc prévenir l'attaque. Et c'est par ces préventions-là qu'on va dissuader les terroristes. Au demeurant, il faut connaître les causes. Parce qu'il s'agit des individus qui, pour des raisons diverses, ont choisi une radicalisation pour réclamer ou pour imposer une philosophie, une idée, un schéma de pensée que tout le monde doit forcément partager. Ils sont prêts à le faire par tous les moyens, y compris leur vie. Alors, c'était justement la question que j'allais vous poser à présent, colonel Jean-Pierre Bayala. C'est une question beaucoup moins militaire cette fois-ci. On voit quand les terroristes arrivent pour s'attaquer à les cibles, très souvent, ils sont conscients eux-mêmes qu'ils viennent pour y laisser leur vie. Ils viennent en kamikaze, en suicidaire si vous voulez. On est tenté de se demander qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de ces terroristes qui viennent se suicider pour faire du mal. Ce qu'il y a dans leur cerveau, c'est que c'est des cerveaux formatés. Lorsqu'on dit, par exemple, au plan confessionnel, pour ce que nous entendons dire, lorsque vous mourrez dans une telle situation, vous allez tout droit au paradis.
Mais tenez-vous bien que les commanditaires, ils ne sont jamais dans le feu de l'action. Ouais. Et pourquoi? Ils restent en vie. Ils n'ont pas envie d'aller au paradis. Ouais. Mais les gens étant formatés, vous savez, le cerveau de l'homme, non seulement il a de fortes potentialités du point de vue raisonnement et autres, mais il est aussi faible, surtout dans les situations de frustration, dans les situations de besoin. Imaginez quelqu'un qui est marginalisé, quelqu'un qui est dans la misère noire. On lui dit, écoute, viens avec nous, on va te donner de quoi manger tous les jours, on va te former pour que désormais tu sors de ta misère. Donc, il a attiré par un bien-être auquel il n'a jamais rêvé. D'accord. Et qu'on lui tend gracieusement. Mais au fil du temps, il va être travaillé, il va être le cerveau, il va être formaté. Au-delà du bien-être terrestre, on va lui promettre celui céleste parce qu'on a suffisamment travaillé son cerveau pour lui faire comprendre que, en fait, son bonheur n'est pas sur cette terre-là, son bonheur est au-delà. Et vous verrez que dans bien des cas, ces terroristes-là, on leur dit, si tu vas pour une attaque, tu peux emporter le nom, un certain nombre de tes parents, de tes amis. Rien que les noms. Ouais. De par ton suicide, il faut l'appeler ainsi, ils vont aussi franchir la porte du ciel. Ouais. D'accord, merci beaucoup, colonel Jean-Pierre Bayala. Alors, dernière question avant d'ouvrir le téléphone pour permettre aux auditeurs d'appeler à cette émission sur le 33 97, bien évidemment. La dernière question, justement, c'est de vous demander qu'est-ce qu'on peut faire en termes de solutions pour éviter de telles attaques. On nous a donc toujours dit, en tout cas, c'est l'opinion qui le pense ainsi, qu'au Burkina Faso, le maillon faible de notre système de sécurité, c'est le renseignement. Est-ce que vous pensez qu'il faille mettre l'accent sur le renseignement pour éviter justement que les terroristes arrivent jusqu'à Ouagadougou pour ouvrir le feu à des endroits aussi stratégiques que l'état-major ou l'ambassade de France? D'abord, il faut se dire que le renseignement lui-même n'est pas une panacée. Ah oui, il faut bien plus que ça. Il y a des grands bandits qui vous préviennent qu'ils arrivent. Et ils viennent effectivement. Et ils viennent effectivement. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un cercle fermé qui ne dit pas son nom. Oui. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? J'ai parlé tantôt de la solidarité. Cette solidarité nationale, cette solidarité internationale. Imaginez-vous que le Burkina Faso, dites-vous du moins que le Burkina a des frontières, près de 6 000 ou 5 000, je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement les chiffres, de frontières. En tout cas, on a 6 pays voisins, oui. Ces frontières sont poreuses. Ouais. Il faut que chaque État, d'abord au niveau des États, parce que c'est de cela qu'il s'agit, puisque le terrorisme vient de prendre pied sur nous, mais il est venu d'ailleurs. S'il y avait une solidarité internationale, une prise de conscience, pour couvrir déjà nos frontières. Oui. Si l'on ramène la lutte au niveau de chaque État, parce que le phénomène ne pourra se manifester qu'à l'intérieur de l'État, vous comprenez que il y aurait moins de difficultés. Tout à fait, oui. Mais lorsque il s'agit d'une voie transnationale, comme je le dis tout à l'heure, on prépare l'attaque à partir du Niger, à partir du Mali, et on vient agir au Burkina avec des coacteurs ou des complices, vous comprenez que là, ça devient difficile. Tout à fait, oui. Donc, il faut aller d'abord, la lutte contre le terrorisme doit revêtir un caractère international. Un caractère régional, sous-régional. D'accord. Au niveau national, c'est un élan de solidarité et d'une prise de conscience que chacun comprenne qu'il ne peut pas dormir le ventre en l'air chaque nuit. D'accord. Si le voisin, lui, est dans l'insécurité et dans le terrorisme. Merci beaucoup. Ce n'est pas possible. Et le renseignement, justement, va permettre à des spécialistes de l'exploiter, d'en tirer les conséquences. Et dans ces conséquences, c'est quoi? C'est pouvoir empêcher que la menace ne se concrétise. Et pour l'empêcher, il faut être équipé, il faut que les hommes soient formés. Et à partir de ce moment-là, vous savez que présentera au niveau des États des dispositifs qui dissuadent, qui découragent celui qui veut attaquer. Vous voyez, lorsque vous êtes en face d'un judoka, d'un professionnel des arts martiaux, alors que vous n'avez pas la force physique nécessaire,
à moins de jouer au gigoto, vous n'allez pas menacer cette personne ou vous n'allez pas l'attaquer. D'accord. C'est clair. C'est ça la force d'édition. Merci beaucoup, magistrat colonel à la retraite Jean-Pierre Bayala. Nous allons à présent ouvrir le téléphone, mesdames, messieurs. À présent, à vous la parole dans cette émission. Vos réactions et vos questions sont attendues sur le 33 97. Notre invité est bien en place. Il pourra répondre éventuellement aux questions que vous nous posez. Vous nous écoutez ici à Ouagadougou sur la 105.2 dans la ville de Bobo-Dioulasso, la 101.1 partout ailleurs au Burkina, sur le 439 du Bouquet Canal+. Une première réaction. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Paul Mikilamba. Bienvenue, auditeur. Vous êtes en direct sur Ouaga FM. Nous parlons terrorisme avec comme invité le magistrat colonel à la retraite Jean-Pierre Bayala. Votre question ou commentaire? Non, je veux juste commenter et surtout galvaniser nos forces de l'ordre de sécurité. D'accord. Encourager et les apporter notre soutien. Mais monsieur Paul Mikilamba, oui, selon ma conception des choses, il va falloir qu'à un certain moment, oui, qu'il y ait un tout politique dans la sécurité. Je pense qu'il y a des défaillances au sein du service de renseignement. Ah oui. Vous savez, à un certain moment, on a dit haut et fort, surtout les politiques, tous les bords politiques ont dit haut et fort ici, que le président Compaoré a équipé avec la moitié du budget de l'armée burkinabé le RSP. Oui. Alors, après avoir fait le putsch, certains RSP étaient toujours utiles pour notre pays. On a C'est dommage, en tout cas, la communication est interrompue, mais je reprends rapidement. La question de l'auditeur, il se disait qu'on avait beaucoup dépensé dans l'équipement du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Pour lui, en tout cas, le problème se trouve à ce niveau. Est-ce que vous partagez son avis, notre invité, colonel-major et magistrat-colonel Jean-Pierre Bayala? Merci pour sa question, quand bien même il n'a pas fini son intervention. Il faut vous dire en toute honnêteté que le RSP n'était pas formé pour lutter contre les situations du genre. Ce n'était pas une unité antiterroriste. C'était au départ le Centre national commando de Pau de former des commandos, c'est-à-dire c'est des équipes dans toute armée, et on a ce qu'on appelle les actions commando. C'est des équipes qui sont formées, appelées à frapper des objectifs bien précis et à s'évanouir dans la nature, comme on dit. Ce qui est très différent des actions terroristes. Tout à fait, oui. Et je dois vous dire, ce qui me permet de parler ici du terrorisme, c'est que j'ai été un officier terroriste. Ah oui? C'est quoi un officier terroriste? Parce que j'ai été formé, j'ai commandé la première unité d'intervention, le GIGN, à l'image du GIGN français, chargé donc de lutter contre le terrorisme, contre les prises d'otages et la protection des autorités nationales et internationales. Et qui a cohabité un moment avec le SNEC, le RSP. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si le RSP avait reçu cette formation, on aurait eu moins de problèmes, surtout avec son effectif. Parce que l'unité que moi j'ai commandée était de 21 personnes. 21 personnes, simplement. Oui, mais quand vous prenez les effectifs qui sont là par rapport aux terroristes qui attaquent, mais lorsque, par exemple, ces terroristes sont dans un immeuble, et on connaît le nombre, on n'a pas besoin de toute une armée pour les combattre. C'est ça aussi le problème. Mais dire que le RSP, s'il était resté dans sa structure et dans ses missions pour lesquelles il était investi, allait être la solution aux terroristes. C'était pas évident. C'est pas évident et personnellement, je n'y crois même pas. D'accord, merci beaucoup. Mais ils pouvaient être facilement transformés. Oui, tout à fait, oui. Voilà. En unité antiterroriste. Absolument. Mesdames, Messieurs, cette émission se poursuit. Le téléphone, une fois de plus, ouvert. Vos réactions sont attendues. Le numéro d'appel, c'est le 33 97. Un auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Paul Mikilamba. Oui, bonjour, monsieur, nous vous écoutons. Voilà. Je venais pour terminer ce que j'ai commencé. Ah, ok, c'est vous qui avez appelé tout à l'heure. Allez-y, monsieur. Oui. C'est pour dire que quoi? On nous a fait comprendre ici, surtout les hommes politiques, toute la classe politique, on fait comprendre à la jeunesse, à la population, que le président Compaoré a équipé plus le RSP que les autres militaires. Ils ont pris la moitié de notre argent, équipé sur le RSP. Alors, après avoir fait le putsch,
En croyant lier le RSP, on a exposé le matériel que le président Compaoré avait effectivement équipé le RSP à la place de la nation, aux yeux de tous et de tout. En croyant lier le RSP, c'était le pays qu'on exposait. On nous a même fait comprendre en 5 ans que le désarmement du RSP va s'arrêter parce qu'il n'y avait plus de magasins pour stocker les armes. C'est comme si c'était un inventeur qu'on stockait les armes et on a arrêté pour chercher des magasins encore pour stocker ces armes. Aujourd'hui, on nous attaque. Tantôt, on dit qu'il n'y a pas de armes. Tantôt, on nous dit que c'est quoi. On ne sait pas où il faut soutenir le peuple burkinabé. Voilà pourquoi je dis il y a de la malhonnêteté intellectuelle quelque part. On dit que ces armes ont été équipées par la moitié de du fonds de l'armée burkinabé. Aujourd'hui, les équipements sont là. On dit que les hommes étaient formés. En quoi exposer le RSP, c'est notre pays qu'on exposait aux yeux du monde et aux yeux des terroristes. Dans aucun pays au monde, moi j'ai vu exposer des armes d'une armée burkinabé. Je n'ai jamais vu ça. D'accord. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'on bannisse la politique politicienne. Bannissons tous nos intérêts égoïstes et travaillons pour l'intérêt général de notre pays. C'est très important. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci en tout cas pour votre réaction à cette émission. Les grandes questions. L'auditeur repose la question du régime de sécurité présidentielle. Alors, on va donc permettre à notre invité de réagir. Vous avez écouté certainement, il dit qu'on a tenté d'humilier le régime, l'ex-régime de sécurité présidentielle en exposant les armes au niveau de la place publique. Est-ce que vous pensez la même chose? Bien, ce que je demanderais modestement au Burkinabé, c'est d'abord dépassionner les débats autour de la question, de toute question nationale. Ok. Et c'est de se dire que chacun doit participer de façon positive, doit faire des critiques positives, au lieu d'en faire souvent des affaires personnelles. Tout à fait, oui. Humilier le RSP, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il parle de l'exposition de l'armement de RSP. L'exposition de l'armement, à mon avis, je donne une interprétation politique, pas militaire, parce il n'était pas nécessaire, effectivement, d'amener ça sur la place publique. Tout à fait, oui. Il suffisait simplement d'avoir des inspecteurs qui aillent constater que le régiment est sorti de son camp et que tous les magasins conservent l'entièreté de leur contenu. On a simplement voulu rassurer les Burkinabés. On a voulu rassurer les Burkinabés parce que là aussi, il y a une forte dose d'incrédulité aujourd'hui. On veut tout voir. Tout à fait, oui. On veut même, par exemple, en matière de justice, que des faits qui ne peuvent être connus que des magistrats soient exposés sur la place publique. Tout à fait. Chacun veut avoir son mot à dire. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. On va poursuivre cette émission en permettant à d'autres auditeurs d'appeler sur le 33 97 pour poser des questions à notre invité ou apporter des commentaires au thème de cette semaine qui est lié aux attaques terroristes que le Burkina Faso a connues. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue sur les antennes de Ouaga FM, cher auditeur. Nous vous écoutons. Vraiment, merci beaucoup. Moi, j'appelle de Fada. Fadan Gourma, allez-y. Oui, vraiment, merci beaucoup pour celui que vous recevez sur le plateau. Vraiment, le magistrat colonel Jean-Pierre Bayala, oui. Vraiment, je lui tire vraiment chapeau sur le plateau. Je voudrais juste donner ma contribution. Allez-y. Bon, moi, parce que pour ce qui est de ce pays-là, il faut d'abord revenir sur la question de la justice. Vous voyez, dans un État où la justice fonctionne mal, ça va créer une sorte d'incompréhension au sein de la population. Ce que nous vivions là, c'est parce que la justice ne fonctionne pas correctement. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut réorganiser l'armée, il faut revoir les textes. On ne peut pas être dans une situation de guerre. Et par rapport à ce qui s'est passé hier, on constate que dans les autres provinces là, on ne sent même pas un mouvement en alerte. Quand on parle d'attaque, on a l'impression que c'est seulement Ouaga. La dernière fois, il n'y a même pas de l'axe de Pama, un policier a été abattu. Donc, je veux que le problème de terrorisme, ce n'est pas seulement Ouagadougou, ce n'est pas seulement Dori, c'est tout le Burkina Faso. Il va falloir que tous les militaires se mettent en alerte parce que c'est un problème réel. Voilà. Et puis maintenant, pour terminer, vous avez une situation qui est là sans emploi. Moi, je crois qu'il faut recruter suffisamment de... C'est dommage, la communication est interrompue avec l'auditeur. Néanmoins, sa question est restée. Il a fait justement des commentaires. Notre invité va peut-être réagir. Magistrat colonel, allez-y.
Alors, je crois qu'il faut prendre la question de sécurité dans sa dimension globale. D'accord. Nos États sont restés longtemps dans un schéma, un concept classique, qui consiste à dire que la sécurité, c'est l'affaire des militaires, c'est l'affaire des policiers, c'est l'affaire des gendarmes. Il faut dépasser cela. Il faut dépasser cela. Aujourd'hui, nous sommes tous invités à un concept universel, qui est le concept qui est gracieusement offert aux États depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, du concept de la réforme des systèmes de sécurité. Et qui nous invite justement à reconsidérer le contenu sécuritaire dans nos États. Alors, le pilier par excellence de ce système-là, c'est les forces armées, c'est la justice, c'est les forces intérieures auxquelles il faut intégrer les forces non étatiques, certains ministères en raison de leur apport, et au finish, tout citoyen, parce que chacun doit être contributeur de la sécurité dans un État, parce que chacun doit apporter sa part. Mais si l'on reste dans le schéma ancien et qui est improductif, on a beau équiper nos forces armées, on a beau équiper l'armée, les autres forces. Oui. Si au niveau de la justice, il n'y a pas, comme il le dit, et ça c'est lui qui porte la responsabilité de sa déclaration, il n'y a pas de justice, ça veut dire que déjà le socle sécuritaire est branlant, et de ce fait-là, les conditions du développement humain durable ne sont pas établies et ne pourraient pas l'être du reste. Il faut plus de justice et de cohésion sociale. Dans un pays où il n'y a pas de justice, vous avez déjà une bonne portion d'insécurité qui est là. Tout à fait. Où vous avez une armée qui ne joue pas son rôle, qui plus est politisée. C'est un problème, vous n'avez pas de sécurité. Vous avez certainement la sécurité peut-être d'une portion des gouvernants, mais vous la sécurité de l'élite. Vous n'avez pas la sécurité des populations. Et des soldats. Vous comprenez que si ces populations ne peuvent pas vaquer à leurs occupations, quel type d'insécurité vous allez installer ici le terreau de la pauvreté, de la misère, et qui conduit à l'extrémisme, lequel extrémisme conduit au terrorisme. Merci beaucoup, magistrat colonel Jean-Pierre Bayala. Nous allons prendre d'autres réactions dans cette émission. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wamba. Bienvenue, monsieur, sur les antennes de Waga FM. C'est l'émission Les Grandes Questions, nous vous écoutons. Nous parlons terrorisme ce matin. Allô? Oui, votre contribution attendue, on ne vous entend pas très bien, allez-y. En fait, je voulais donner un petit témoignage. Oui, allez-y. En fait, moi, je suis dans le maire là. D'accord. Je vous dis que au mois de juillet. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Je dis au mois de juillet, moi je traversais, j'ai quitté le Naïla là jusqu'à Ouagadougou. Oui. J'ai quitté le Naïla à 17h. Oui. Je suis rentré à Ouagadougou autour de 22h. Avec des bagages derrière moi. Oui. Un carton de, comment on appelle, où j'avais attaché beaucoup de choses. Mais je vous dis que je suis rentré à Ouagadougou sans aucun contrôle. Ah oui. Je suis rentré jusqu'à Ouagadougou sans aucun contrôle. Vous étiez comme à moto? À moto, oui, un exemple de faille. Comment on appelle? Allô? Oui, allez-y. Je précise encore, comment on appelle? Je fais partie des éléments révoqués de la police. Ah oui? Comment on appelle? Juste avant l'attaque comment on appelle? Du café Agis, oui. Je suis passé devant le restaurant Capucino. Et j'ai trouvé le dispositif policier qui était là. Allô? Oui, allez-y, monsieur, on vous écoute très bien, allez-y. Et quand j'ai bougé, à tout ce que j'ai croyé, j'ai dit si le Burkina, si toutefois il y a attaque encore ce pays-là. Allô? Oui, allez-y, continuez à parler, s'il vous plaît, on vous écoute très attentivement. Il y a attaque dans ce pays-là.
C'est dommage, communication finalement interrompue également avec l'auditeur, mais sa réaction est restée. Il remet en doute le dispositif sécuritaire au plan national. Il dit être parti de la province du Niala jusqu'à Ouagadougou sans être inquiété, sans être fouillé. Il précise d'ailleurs qu'il est un policier révoqué, donc il a quand même une idée des mesures de sécurité au Burkina. Alors, est-ce que vous partagez son avis? Est-ce que la faille ne vient pas de là? Sa faille, comme je l'ai dit, d'abord, s'agissant de quelqu'un, qu'il m'excuse, qui est dans une situation peu confortable, absolument, il faut relativiser ce qu'il dit. Tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a aucun dispositif qui a à risque zéro. Ouais. On a vu en France, on a vu aux États-Unis. Je reviens toujours à ces fameuses tours jumelles. Sous l'attaque, les Américains étaient vraiment choqués. Je dois vous dire que je suis membre de l'Institut international du droit humanitaire à Saint-Raymond. Oui. Au lendemain, les membres, nous avons été convoqués par les États-Unis pour remettre en cause la définition de la guerre. Heureusement, on ne les a pas suivis parce qu'ils voulaient qu'on dise que l'action d'un individu, d'un État donné, peut être cause de déclaration de guerre. C'est des actes personnels, c'est des actes isolés. C'est pour dire que il faut que nous fassions attention. Les failles existent partout. Il n'y a pas de dispositif sans faille, malgré le perfectionnement, le niveau de technologie que nous avons aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de l'être humain, il y a d'abord ses faiblesses. Dans la culture aussi, on dit que l'homme n'est jamais 10. 10, il est toujours 9. Il est toujours 9. Lui qui a été policier, il doit comprendre qu'après certains efforts soutenus, il y a comme un relâchement, ce qui est du reste humain. Ouais. Je suis certain que si on l'avait fouillé tout au long de son voyage, il aurait trouvé ça lassant, embêtant. Et même, il aurait mal toléré ça. Donc, c'est dire que bien souvent, nous empêchons même ces agents-là d'accomplir leur tâche. Ce que je dis, c'est donc la compréhension. Et je vais vous donner un exemple. Hier, je suis arrivé à la télévision. J'ai dit à la porte que j'étais un ancien colonel. Oui. Mais ils m'ont dit entrez. Mais ça veut dire quoi? Par les situations du moment comme ça, il y a un problème. Ouais. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? C'est vrai. Donc, quelque part, il y a aussi que, en même temps que l'on demande beaucoup d'efforts, il faut aussi parfaire, être en tout cas sous une formation continue. Tout à fait, oui. Que les changements soient adaptés à l'environnement du moment. Et ce n'est pas pour le moment un réflexe. Quand on a vécu longtemps dans une paix relative, on n'est pas très regardant dans ce genre de choses. Alors que c'est là justement que tout peut arriver. Donc je pense qu'il s'agira simplement au niveau de nos forces de leur dire d'avoir un effort soutenu, de prendre chaque fois la mesure de l'environnement en termes sécuritaires. Mais il est évident aussi que l'effort à faire, c'est de prévoir le personnel suffisant pour que les gens aient aussi un temps de repos. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre cette émission avec les réactions. Le téléphone ne cesse de crépiter dans ce studio. On va prendre un auditeur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Nous vous écoutons. Alors, c'est pour participer à l'émission. Vous êtes en direct déjà, allez-y. Alors, par rapport à nos frontières. Oui. Il y a 2 jours, je suis rentré de Bamako. De 2 côtés de la frontière. Oui. Les agents se contentent de récupérer les pièces d'identité. Oui. Rentrer dans l'air local. Vous appelez un à un pour vous prendre de l'argent sans se préoccuper de ce que vous transportez. Aucun agent ne rentre dans le car pour vérifier qu'est-ce qu'il s'y trouve. Personne ne rentre. Donc, on traverse tout le pays comme ça. Oui.
Et je me suis même amusé à dire à mon voisin, je dis, mais par ce temps de terrorisme, nous ne vérifions même pas ce que nous transportons, on se contente sommairement de voir nos identités et de remettre nos pièces d'identité, comme nationaux. Donc ça veut dire qu'on peut rentrer facilement avec des armes, sans qu'au niveau de la fuite, on ne fouille aucun véhicule. D'accord. Vous descendez, vous remontez, c'est uniquement vos pièces d'identité. Moi, je pense que c'est mieux souvent que les agents la rentrent dans le car, ou faire ouvrir les coffres là pour voir qu'est-ce que les uns et les autres transportent. Oui. Sinon, si on se contente uniquement que de regarder la pièce d'identité de la personne sommairement et de lui remettre, bon, je ne sais pas s'il n'y a pas de faille à ce niveau. Donc, j'aimerais vraiment que l'autorité voit de ce côté et qu'on permette aux agents là, de rentrer dans les cas là pour voir qu'est-ce que les uns et les autres transportent. D'accord. C'était ma contribution. Merci beaucoup, auditeur, pour votre contribution. Vous restez à l'écoute de cette émission. Notre invité va réagir. En tout cas, c'est une préoccupation qui a été soulevée par beaucoup de citoyens burkinabés. On se demande pourquoi, à l'occasion des voyages, on contrôle uniquement les pièces d'identité, sans très souvent se préoccuper des bagages. Colonel Jean-Pierre Bayala. Je dois dire que généralement, ils font des contrôles de routine. Oui. Ils ne tiennent pas compte de l'environnement sécuritaire. Bon, il a tantôt parlé il faut permettre à ces gens d'entrer dans les véhicules de pénétrer. Mais est-ce que c'est pas une permission? Ça rentre dans leurs attributions. Qu'est-ce que le véhicule transporte? Oui. Mais il faut se dire que malheureusement, dans nos États, même s'ils rentrent, il y a des armes, il y a des moyens d'actes criminels. Si vous n'avez pas de détecteur, vous avez beau tourner et retourner les choses, vous ne trouverez rien du tout. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'en même temps qu'il faut nécessairement à cette étape, à cette période-là, insister sur la vigilance, sur les types de contrôle, mais aussi donner les moyens qui permettent de détecter. Et il faut vous dire aussi que c'est un phénomène sous-régional, régional, international. Dans les frontières, d'abord au niveau même des États, il faut dire qu'on n'a pas véritablement une politique de frontières établie. D'accord. Bon, tantôt la CEDEAO a parlé de la libre circulation des personnes et des biens, mais cela n'exclut pas de vérifier l'identité des gens, de savoir qu'est-ce qu'ils transportent. Ce qu'il faut éviter, c'est justement les contrôles intempestifs, les contrôles du genre dont il parle là, parce que tout simplement, ils ont besoin de sous. D'accord. C'est ça la réalité. Et ça aussi, c'est un autre combat à mener. Merci beaucoup. Moi, je me rappelle dans un État, j'ai des voisins, je ne dirai pas son nom, mais lorsque vous arrivez, on vous demande, est-ce que vous avez un poste cellulaire? Oui. Si vous dites oui, faites-le voir. Une fois qu'ils le prennent, bon, ben, pour vous le remettre, il faut payer. Ah oui? Oui. Et pourquoi? Ben, pourquoi? Ben, c'est leur façon aussi de racketter les gens. D'accord, alors on ne va pas trop commenter cela. On va prendre au niveau politique, il faut d'abord songer à une politique de frontières. D'accord. Et si on doit l'appliquer dans le cadre, et cela est tout à fait évident, c'est tout à fait normal, dans le cadre de la CEDEAO, on va avoir une politique homogène qui va donc permettre justement d'éviter tous ces problèmes-là, surtout en termes de terrorisme et de grand banditisme. Merci beaucoup. On va prendre une dernière réaction. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bienvenue à cette émission. Votre question ou commentaire? Nous sommes en fin d'émission. Allez-y rapidement. Ok, merci bien. Vraiment, je suis ravi de suivre les explications de M. Bayala, le colonel Bayala. Sincèrement, je le remercie, je le félicite, je l'encourage. Je souhaite que, il multiplie effectivement les interviews. D'accord. Parce que depuis, même avant l'insurrection, après l'insurrection, après le coup d'État, il a toujours intervenu. Tout à fait. Vous êtes un fidèle, vous avez remarqué effectivement. Oui, vraiment j'apprécie cette analyse. D'accord. Maintenant, par rapport au RSP, c'est vrai, la question revient, mais je pense qu'il faut qu'on tourne la page du RSP. Le RSP, à l'époque, c'est vrai, a été bien formé, ça faisait partie de l'élite de notre armée, mais malheureusement, c'était destiné à la protection de l'ancien président Blaise Compaoré et de sa famille. Le RSP n'était pas là pour porter
protéger, pour défendre la nation. Sincèrement, c'était le reproche qu'on faisait au RCP, c'était la réalité. Maintenant, nous, on va constater que depuis les premières attaques jusqu'à aujourd'hui, comme l'a dit le colonel, il y a eu une progression, un progrès inouï, je vous assure, dans la réactivité de nos soldats. On a vu lors de la première attaque le 15 janvier, mais il a fallu peut-être attendre les forces françaises pour pouvoir faire quelque chose. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aussitôt, l'état-major a été attaqué. Aussitôt, ça a été cadré par nos forces de défense et de sécurité. Et au niveau de l'ambassade de France, c'était la même chose. Et on a vu aussitôt les hélicoptères en action. Bon, c'est vrai que, je n'aimerais pas aller en détail parce que ça aussi, bon... auditeur, nous sommes d'ailleurs malheureusement en fin d'émission. Vous allez devoir conclure. Je vais terminer rapidement. Allez-y. Voilà, donc pour moi, les solutions qui ont été préconisées, que ce soit par la solution par le renseignement, la solution par l'armement et autres, toutes les solutions prises individuellement ne sont pas des panacées. Mais il faut effectivement coordonner l'ensemble des solutions pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous également. Alors, magistrat colonel Jean-Pierre Bayala, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous de ce matin. Est-ce que vous avez un dernier mot justement pour conclure? Juste un dernier mot, un appel au Burkinabé. L'appel que j'ai à lancer au Burkinabé, si je peux me le permettre, c'est véritablement un regain de solidarité et de nationalisme. D'accord. Et au niveau politique, il ne faut pas se leurrer, la solution au terrorisme ne saurait être militaire. Même à l'endroit des populations qui pensent qu'il suffit d'armer nos militaires, et il suffit de les équiper. L'arme ne vaut, le moyen de lutte ne vaut que ce que vaut son utilisateur. Vous avez beau déposer des armes, si les gens ne peuvent pas les utiliser, s'ils ne savent pas les utiliser, vous ravitaillez plutôt l'ennemi qui va s'attaquer à eux parce que lui va s'en emparer. Donc, que nous puissions revenir sur terre. Il est vrai que la stupeur est là, la psychose est là, mais c'est en posant calmement la réflexion, dans la solidarité, dans l'unité nationale retrouvée. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Changer de régime chaque matin au Burkina dans le contexte actuel, les choses vont aller de pire en pire. D'accord. Donc, laisser poser un socle sécuritaire à l'unisson pour que nous puissions véritablement allier sécurité et développement, conditions sans lesquelles nous courons à notre perte et nous tiendrons toujours la queue dans le développement humain. Merci beaucoup, magistrat colonel à la retraite Jean-Pierre Bayala. Merci d'être passé dans ce studio de Waga FM pour participer à cette émission et surtout répondre aux questions de nos auditeurs. On espère bien vous retrouver à d'autres occasions. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce rendez-vous de votre émission Les Grandes Questions de ce samedi 3 mars 2018. Merci à vous également qui nous avez suivis de bout en bout. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de la radio de toutes les générations. Les Grandes Questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les grandes questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les grandes questions pour une meilleure compréhension de l'actualité.